Je vous propose que nous démarrions notre controverse. Euh, donc, merci à tous qui avaient répondu, encore très nombreux à notre invitation, à ce deuxième webinaire qui va porter ce soir sur les aires protégées. Nous avons enregistré ce matin 200 inscriptions, 199 pour être précis. Alors, ce sont des inscriptions en provenance essentiellement du réseau des PNR, mais aussi des aires protégées plus largement, des institutions scientifiques, des étudiants, divers élus et citoyens qui s'intéressent à ces questions. Voilà, donc en tant que président du Conseil d'orientation recherche et prospective de la Fédération des PNR, je vais avoir le plaisir d'animer notre controverse de ce soir. Alors, l'idée d'échanger sur cette question des aires protégées tient d'abord au fait que c'est un sujet qui s'invite très souvent à nos séances du CORP, que le gouvernement vient de publier une nouvelle stratégie nationale pour les aires protégées et que le sujet a récemment été mis à l'honneur lors du congrès de l'UICN à Marseille le mois dernier. Voilà, donc nous avons opté ce soir pour une présentation en 3 temps. Il va y avoir trois interventions successives avec une introduction pour faire quelques rappels sur les aires protégées avant d'ouvrir proprement dit la controverse au cours de laquelle on va avoir 2 intervenants qui vont s'exprimer sur des positions différentes sur le sujet. Voilà, donc je rappelle que nos controverses ne sont pas des matchs de boxe. On ne va donc pas désigner un gagnant et un perdant et nous n'allons sans doute pas clore le sujet ce soir. Voilà, notre souhait, notre objectif, c'est de permettre à chacun d'avoir de nouveaux éclairages pour approfondir sa connaissance du sujet. Et pour reprendre une formule de Bruno Latour, les controverses permettent de mieux se repérer dans l'incertitude. Voilà, nous souhaitons, au niveau du corps, pouvoir développer ces moments où des scientifiques ou des experts peuvent exprimer sereinement et respectueusement des options divergentes. C'est, me semble-t-il, complètement dans l'ADN du réseau des PNR et puis particulièrement utile dans la période actuelle où les controverses surgissent à un rythme bien plus élevé que la production des savoirs. Donc, sans plus tarder, je vous présente en quelques mots les 3 interventions et les 3 intervenants qui vont se succéder. Voilà, donc la première intervention va être effectuée par Bernard Chevassier-Louis. Bernard est biologiste, il préside l'ONG Humanité et Biodiversité, c'est un ancien président du Muséum national d'histoire naturelle, et je lui ai proposé de faire un exposé introductif sur la création des aires protégées en s'appuyant sur une publication qu'il vient de signer dans les cahiers de la biodiversité et qui s'intitule « Aires protégées, analyse des engagements français et européens ». Voilà, c'est le numéro 7 du mois de juillet. Le second exposé va être présenté par Roger Estève. Alors, Roger a fait toute sa carrière dans le domaine de la protection de la nature. Il préside aujourd'hui la commission des aires protégées au CNPN, le Conseil national de la protection de la nature, et il a par le passé présidé le réseau des réserves naturelles de France et puis siégé au sein de la commission des aires protégées de l'UICN. Son intervention va porter sur l'option numéro 1 que vous avez pu voir dans l'invitation, l'option numéro 1 de la controverse, et qui considère que la protection réglementaire de nos espaces est la seule méthode efficace pour enrayer la dégradation de la biodiversité. Les espaces protégés, juridiquement, enregistrent aujourd'hui l'érosion la plus faible des espèces qui y sont installées. Aussi, faut-il privilégier leur extension par voie réglementaire dans les années qui viennent. La troisième intervention va prendre une autre, pas exactement la même position, c'est l'option numéro 2 que vous avez pu lire dans l'invitation. Et cette option 2, elle considère que c'est davantage la vigilance citoyenne, la vulgarisation des connaissances et l'éducation qui constituent l'approche la plus efficace pour assurer la protection de nos espaces, en profitant de l'attention croissante dont ils bénéficient dans l'opinion publique. Cette approche peut être développée efficacement au travers d'un panel d'initiatives que les PNR ont en partie exploré depuis quelques années. L'implication des acteurs locaux est la seule option d'avenir pour tenter d'enrayer le déclin de la biodiversité de nos territoires et d'améliorer la qualité des relations nature-société. Voilà, donc ça, c'est la seconde option. Et cette seconde option va être plaidée par notre avocat Romain Lajarge, qui est professeur d'aménagement à l'École nationale supérieure d'architecture de l'Université de Grenoble-Alpes, où il exerce également une activité de chercheur. Romain Lajarge a beaucoup travaillé sur les parcs naturels régionaux. Il est l'auteur notamment d'une étude en 2017 intitulée « La valeur spécifique de l'action des PNR ». Voilà, donc je remercie très chaleureusement nos 3 intervenants. D'abord d'avoir accepté de plancher ce soir, car l'exercice est
plus engageant qu'une conférence classique parce que voilà, j'aurais demandé de se prêter à cet exercice en forçant un petit peu le trait pour donner plus de relief à la controverse. Voilà, ils ont accepté, donc je les en remercie doublement. Alors, quelques consignes avant de démarrer les interventions, quelques consignes de fonctionnement. Vu le nombre de participants, eh bien, ça va être compliqué de poser directement les questions aux intervenants et nous allons, comme la précédente controverse, utiliser le chat pour relayer vos questions. Voilà, donc nous avons deux modérateurs de chat avec Marc Lutz et Marjorie Jouan qui sont présents et qui vont faire le relais de vos questions. Voilà, donc dès que vous avez une réflexion, une question, utilisez le chat et on relayera, on va essayer de hiérarchiser vos questions et réflexions pour les transmettre aux intervenants. Voilà, donc en gros, on va avoir 3 petits quarts d'heure d'intervention et 3 quarts d'heure de débat pour que notre webinaire puisse se terminer à 19h30. Voilà, je laisse sans plus tarder la parole à Bernard Chevassus qui va intervenir pendant une douzaine de minutes pour poser le cadre de notre controverse. Merci Bernard. Et n'oubliez pas merci François. Donc, bonjour à tous ceux et toutes celles que je connais et à tous ceux et toutes celles que je ne connais pas. Bienvenue dans ce séminaire. Donc, effectivement, pour certains d'entre vous, vous n'allez rien apprendre, mais on a jugé important de rappeler quand même quelques éléments factuels sur ce que sont ces aires protégées. Écran suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc on passe. Donc, je vais le faire autour de 3 choses. Tout d'abord, rappeler de quoi on parle. Ensuite, vous montrer les incertitudes qu'il y a sur cette définition et ces niveaux de protection. Et puis, je terminerai effectivement par un focus sur la question de la protection forte, qui sera l'un des éléments du débat. Alors, tout d'abord, de quoi on parle? On parle, si on regarde donc la référence qui est l'inventaire national du patrimoine naturel, donc, eh bien, on parle de près de 3 fois le territoire de la France métropolitaine, c'est-à-dire près de 1500 milliers de kilomètres carrés. Mais vous voyez effectivement que ces aires protégées, ce sont essentiellement des territoires maritimes et des territoires d'outre-mer. Ce que vous avez en bleu, c'est les aires protégées marines, et ce que vous avez donc en orange et brun, c'est les aires protégées terrestres. Mais vous voyez qu'effectivement, c'est une surface importante. Et vous voyez que si on globalise, eh bien, on est à près de 33% de ce territoire marin et terrestre, ce qui veut dire que l'objectif de 30%, souvent énoncé comme un objectif, si on globalise sur l'ensemble du territoire national, eh bien, il est d'ores et déjà atteint. Écran suivant. Alors, suivant. Alors, si maintenant on regarde un peu plus finement les différents types de territoires, là aussi, vous voyez que les niveaux de protection, encore une fois, toutes les aires protégées confondues, eh bien, sont assez homogènes finalement, un peu plus faibles pour les territoires terrestres et en particulier les territoires métropolitains, 25%, au lieu d'une moyenne à 30%, et puis un peu plus fort, effectivement, pour les territoires marins métropolitains, mais vous voyez là aussi que même si on regarde, on est aux alentours de 30%, toute protection confondue. Écran suivant. Merci. Alors, si on regarde donc dans le INPN, on retrouve pas loin de 5000 aires protégées et vous voyez effectivement que ça recouvre des réalités très différentes qui vont de moins de 1 hectare à plus de 1 million de kilomètres carrés, avec une médiane qui est relativement faible, puisque plus de la moitié de ces territoires protégés font moins de 1 kilomètre carré, même si effectivement l'une de ces réserves fait plus d'1 million dans les terres australes. Donc une très grande diversité de situations. Et si on passe à la diapo suivante, ça veut dire effectivement que, première difficulté, il n'y a pas de définition internationale homogène et admise de ce qu'on appelle des aires protégées. La référence souvent citée des catégories de l'UICN, eh bien, n'a pas force de loi, elle sera effectivement souvent utilisée, mais effectivement, ce n'est pas une définition internationale admise par tout le monde.
L'UICN estime qu'au niveau mondial, on est aux alentours de 15% pour les terres et 8% pour les mers. Et cet objectif, je l'ai indiqué là, de 30%, qui, vous l'avez vu, est atteint pour notre pays, mais comme vous le voyez, n'est pas loin d'être atteint pour les autres pays. En ce qui concerne la France, eh bien, vous trouverez dans l'UICN, pas loin, dans l'INPN, 22 catégories d'espaces protégés, donc de modes de protection, ce qui veut dire que notre débat sur protection réglementaire versus autres méthodes, en fait, disons, simplifie un peu cette typologie. Et j'ajoute, parce que ça me semble important, que pour le moment, on n'inclut pas dans ces aires protégées un certain nombre de choses. Les espaces naturels sensibles, parce qu'on estime à tort ou à raison que ce n'est pas forcément des méthodes qui protègent l'environnement, c'est plutôt pour donner accès au public à des lieux de qualité du point de vue environnemental. Les forêts domaniales, alors que certains prétendent que le mode de protection des forêts domaniales est assez équivalent à celui qui est mis en œuvre par le Conservatoire du littoral sur les territoires que le Conservatoire contrôle, et puis les initiatives privées, les refuges de la LPO, les forêts de l'espace, les oasis de mon association, etc., ne sont pas non plus recensés dans cet inventaire. Écran suivant. Alors, si on regarde maintenant, effectivement, ces principaux types, eh bien, je les ai mis ici, non pas tous les types, mais les principaux types pour les territoires terrestres métropolitains. Vous voyez effectivement que les trois principaux types, c'est les parcs naturels régionaux avec près de 17% du territoire. Les espaces Natura 2000, les flèches en rouge, ce sont les protections qui correspondent à la mise en œuvre de dispositifs européens ou internationaux, puis les réserves de biosphère, les parcs nationaux et autres. Mais vous voyez effectivement que les trois grands types en termes de surface, eh bien, ce sont parcs naturels régionaux, Natura 2000 et puis réserves de biosphère. Alors, il ne faut pas faire le total parce qu'effectivement, il y a des recouvrements, comme vous le voyez sur la carte suivante. Merci, voilà. Donc, vous connaissez cette carte. C'est juste pour montrer effectivement que souvent, des parcs naturels régionaux qui sont ici en vert clair, eh bien, abritent des zones Natura 2000 ou des réserves. Et autrement dit, qu'il y a une imbrication de ces différentes aires de protection dans un certain nombre de territoires. Et de même qu'il y a des zones Natura 2000 dans des parcs naturels régionaux ou dans des parcs nationaux. Donc, il y a une imbrication. Écran suivant. Alors, venons-en à cette notion de protection forte. Et là aussi, de même qu'il n'existe pas de définition légale et générique d'une aire protégée, mais seulement une addition d'un certain nombre de dispositifs, eh bien, au niveau français, la définition qui est apparue est liée à la précédente stratégie nationale des aires protégées et qui n'était pas une définition, disons, générique, mais qui seulement disait on va considérer comme sous protection forte un certain nombre de choses, les zones cœur des parcs nationaux, les réserves naturelles et biologiques, mais sans inclure les réserves naturelles de chasse et de faune sauvage, et les arrêtés de protection de biotopes. Et ce n'est que dans la future stratégie donc, des aires protégées qui a été approuvée l'an dernier qu'on voit effectivement cette définition, mais cette définition, elle dit que dans ces aires protégées fortes, les pressions engendrées par les activités humaines sont supprimées ou significativement limitées. Et vous voyez que ce n'est pas une définition qui va être, disons, qui va trancher de manière claire, ne serait-ce que parce qu'effectivement, on se rend compte qu'au sein des aires protégées, prenons les parcs naturels, les parcs nationaux, eh bien, un certain nombre de pratiques comme le fait qu'on tolère ou non la chasse, la pêche, des activités d'élevage d'herbivores, voire des habitations permanentes, eh bien, varient beaucoup d'une situation à l'autre. C'est-à-dire que même cette catégorie de protection forte donne lieu effectivement à des pratiques assez variables sur le territoire et en fonction de la création plus ou moins ancienne de ces aires. Image suivante, s'il vous plaît. Écran suivant. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est que ces aires protégées fortes? Vous retrouvez cette fois-ci vraiment la très grande prédominance des territoires d'outre-mer et des territoires en particulier marins, puisque les territoires marins et en particulier cette réserve naturelle des terres australes et antarctiques françaises, eh bien, c'est 94% de toutes ces aires protégées fortes.
Ce qui veut dire qu'effectivement, le territoire, globalement, au sens où je l'ai défini, eh bien, a un niveau de protection de l'ordre de 15%, mais là où il y a une très forte hétérogénéité, si on peut avoir l'écran suivant, puisque vous voyez effectivement que, par exemple, les territoires terrestres métropolitains ou marins métropolitains sont aux alentours de 1, voire moins de 1% d'aires protégées fortes, alors que les territoires terrestres d'outre-mer ou marins d'outre-mer sont à des niveaux de protection beaucoup plus élevés. Ce qui veut dire qu'effectivement, la question de savoir si l'objectif qui a été annoncé des 10%, eh bien, est-ce qu'il concerne chacune de ces catégories ou au contraire, on va globaliser plus ou moins, eh bien, est une question qui est ouverte et qui est d'autant plus ouverte, si je peux avoir l'écran suivant, que si vous lisez effectivement cette stratégie des aires protégées, eh bien, il est écrit qu'un certain nombre de dispositifs pourraient être intégrés dans cette définition des aires protégées et qu'on pourrait en particulier y intégrer les périmètres de protection des réserves, les terrains des conservatoires et autres. Ce qui veut dire que par rapport au débat sur est-ce qu'on va atteindre ou non les 10%, eh bien, une des questions, c'est est-ce qu'on les atteindra par de la création nette d'aires protégées ou par une simple modification du périmètre et de la définition, ou un mélange des deux, mais vous voyez, c'est une question ouverte. Et je terminerai effectivement pour dire en outre qu'autour de cette notion de protection forte, on voit fleurir un certain nombre de terminologies. L'Europe parle de protection stricte en disant qu'elle va en donner une définition, et puis on voit aussi un certain nombre d'acteurs qui parlent de pleine naturalité, de libre évolution, de réensauvagement, de renaturation, et donc effectivement qui en donne une définition qualitative qui n'est pas la protection réglementaire, mais qui effectivement mériterait d'être regardée. Alors, je crois que j'en ai terminé dans les temps qui m'étaient impartis. Voilà, donc pour terminer, ça veut dire qu'au-delà peut-être de cette discussion sur les 30%, comme je l'ai dit, nous sommes déjà, ou des 10%, eh bien, la question de savoir effectivement quels espaces on veut protéger à l'avenir, avec quel mode de protection on veut les protéger et quel est l'agenda, c'est-à-dire d'avoir une visibilité non seulement sur l'échéance ultime, mais sur à quelle vitesse on va le réaliser. Et puis, et ça sera mon dernier mot, la question des 70%, c'est-à-dire de comment on traite l'ensemble du territoire, n'est pas négligeable, d'autant plus qu'un certain nombre de gens disent qu'effectivement, une création importante d'aires protégées crée des externalités négatives, c'est-à-dire reporte sur le reste du territoire un certain nombre de nuisances qu'on aura effectivement réussi à contrôler dans les aires protégées, d'où la question d'un bilan global de cet aménagement du territoire. Voilà, je crois que j'en ai terminé et je vous salue avec ce beau balbuzard pêcheur et je laisse François donc reprendre l'animation. Merci beaucoup Bernard. C'est parfait comme introduction. Écoutez, il n'y aura pas de questions entre les interventions, donc je vais tout de suite passer la parole à Roger, Roger Estève, qui va nous parler de l'option 1 que j'ai évoquée tout à l'heure sur la protection réglementaire. Roger, c'est à toi. Merci. Bonjour à toutes et à tous. À tout ce que je connais, que je ne connais pas, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui. Alors, deux petites remarques préliminaires. Tout d'abord, on m'a présenté comme président de la commission Air protégée du CNPN, c'est vrai, mais je ne parle pas au nom du président du CNPN, puisque je n'ai pas compétence. Le CNPN est une commission administrative. On m'a demandé de jouer le jeu sur cette controverse réglementaire et contractuel. Je trouve le débat un peu simpliste, mais on en discutera. Mais on m'a demandé de jouer le jeu, donc je vais jouer le jeu à fond et je vais défendre les protections réglementaires parce que je pense que leur bilan est très positif. Alors, je vais, pour planter le décor, je vais très rapidement faire un balayage de 100 ans de protection de la nature et d'évolution des concepts. Alors, photo suivante. Voilà. Alors, jusque dans les années 1950, et ça je pense que vous le savez tous, on a eu une approche de la protection qui était essentiellement une approche esthétique, spirituelle et culturelle. C'était la création de la commission sur les monuments historiques et le mégalithe. C'était les peintres de Barbizon qui se sont émus des dégâts qu'on pouvait faire en coupant les arbres, qui ont mis en place les séries
forestières. Voilà. Et donc, on a autour de ça l'arrivée en puissance avec, en 1930, la loi sur la protection des sites et monuments naturels historiques, où pour la première fois, on parle qu'on peut protéger un site pour l'aspect artistique, historique, légendaire, pittoresque et scientifique. C'est la première fois où on peut protéger un espace pour sa valeur scientifique. Voilà. Diapo suivante. Là, on arrive à une protection réglementaire, puisque on a constaté qu'il y avait des dégâts importants. C'est les premiers cris d'alerte qu'on connaît, le Club de Rome, les différentes conventions internationales qui se mettent en place. Et on a, dès les années 57, la notion de réserve naturelle qui se met en place, qui sera consolidée après en 67. On a en 60 la loi relative à la création des parcs nationaux, et puis en 75, le conservatoire du littoral. En 76, la grande loi sur la protection de la nature, qui est importante parce que dedans, on va structurer vraiment les réserves naturelles et on va aussi mettre en place les listes d'espèces protégées qui vont permettre d'aboutir aux arrêtés de protection de biotopes et aussi aux mesures compensatoires. Donc là, on est dans une phase un peu forte, je dirais, où il faut sanctuariser les grands espaces naturels français de métropole d'outre-mer. Suivante. Alors, après cette phase de sanctuarisation, il y a l'idée qu'il faut faire passer le message de la protection nature de l'environnement beaucoup plus largement dans l'aménagement du territoire, dans les politiques d'intégration et de régularisation de l'urbanisme. Alors, c'est en 67, bien sûr, la loi sur les parcs régionaux, mais puis deux lois très intéressantes. En 85, la loi relative au développement et la protection de la montagne. On associe bien développement et protection. On aura la même chose en 86 avec la loi sur le littoral, mise en valeur et aménagement du littoral. Et en 85, avec la loi de décentralisation, ce sont les départements qui montent en puissance avec la mise en place de la politique des espaces naturels sensibles. Suivante. Alors, les concepts évoluent et puis on voit arriver une autre idée qui est le développement durable. Le développement durable, là, je dirais, c'est l'économie qui s'invite dans le débat sur la protection. Je ne rentrerai pas dans les détails, vous savez que le développement durable, c'est faire en sorte que l'écologie se porte bien, mais que le social se porte bien, et que l'économie aussi se porte bien, et que tout cela se fasse dans le souci de préserver les réserves naturelles, les ressources naturelles, l'économie sociale pour les générations futures. On est bien dans une dynamique de protection par rapport aux générations futures. Photo suivante. On arrive, alors une nouvelle notion qui nous débarque en 1992, c'est la biodiversité dans toute sa diversité. C'est-à-dire qu'on avait regardé la nature avec la sanctuarisation sur ce qui était de remarquable. Avec la biodiversité, on prend en compte l'ensemble des espèces animales, sauvages, l'ensemble des milieux, des écosystèmes. On n'est plus dans le regard espèces remarquables, espèces ordinaires, toutes les espèces ont de la valeur. Photo suivante. Alors, autre idée qui se développe, malgré toutes ces prises en considération, la sanctuarisation, l'intégration des documents d'urbanisme, les prises de position prises sur le développement durable, sur la biodiversité, on s'aperçoit quand même que la protection de la nature a du mal à s'inscrire dans le paysage. L'idée vient de dire, faisons rentrer encore plus l'économie pour pouvoir dire tel habitat, telle espèce a un rôle économique qu'on peut calculer. Et on développe ça autour des services rendus par les écosystèmes, c'est-à-dire on a les services d'approvisionnement, les services de régulation et les services culturels et d'innovation. Voilà, un petit peu pour avoir fait le tour complet dont on est depuis les années 70 dans une évolution de la conception qui aujourd'hui nous amène à la photo suivante, au constat que tout compte fait, malgré tout ça,
dans le rapport de l'IPEPS de 2019, eh c'est la catastrophe. La nature décline globalement à un rythme sans précédent de l'histoire de l'humanité et les taux d'extinction des espèces s'accélèrent, provoquant dès à présent des graves effets sur les populations humaines et le monde entier. Voilà. On a tout essayé, toutes les formules ont essayé, les protections intégrées, les protections dures, les protections en incluant l'économie et en incluant, je dirais, une vision globale. Le bilan, c'est que le message ne passe pas. Alors, face à ce constat dramatique, on a quand même la Convention sur la diversité biologique dont la France est signataire, qui est à Nagoya, disait en gros, ben, il faut revenir aux protections dures. Tout ce qu'on a essayé, ça ne marche pas. Revenons aux protections dures. Et Nagoya, c'était, il faut arriver à protéger 17% des zones terrestres et continentales et 10% des zones marines et côtières. On retrouve ça aujourd'hui avec la SNAP, Stratégie nationale des aires protégées, ou la stratégie des aires protégées, où le gouvernement actuel s'engage pour la protection forte de 10% du territoire. Donc voilà, on revient, après avoir, je dirais, testé toutes les stratégies, à le fait que c'est des protections réglementaires fortes qui ont le meilleur résultat. Alors, photo suivante. Alors, quelques fausses idées, parce qu'on est quand même dans la controverse. Il semblerait qu'on ait d'un côté l'État qui, un petit peu le grand méchant loup, arrive, a rien compris et fait des protections dures en les imposant. Et puis on a à côté, on va pour simplifier, les parcs régionaux qui sont dans la compétence des élus, qui eux travaillent avec les gens, collaboration pour faire avancer les idées. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Alors, par rapport à un certain nombre d'idées fausses. Premièrement, la création arbitraire d'État. C'est faux. Aujourd'hui, plus aucune protection réglementaire forte ne se fait sans un large accord des populations locales. Alors, je vais donner deux exemples très simples. Avec le Grenelle de l'environnement, on a eu la volonté de créer 3 parcs nationaux supplémentaires. Un littoral, c'est Fété-Calanque. Forestier, il vient de sortir, c'est le parc des Plaines en Bourgogne, qui a pas mal traîné sur des sites français. Et puis, il y en a un, zone humide. Alors, zone humide, il y a eu plusieurs projets. C'est les marais du sud-ouest à côté de Brouage. On a eu la mouchure du Doubs, on a la baie de Somme. Mais en gros, aujourd'hui, les groupes de pression, chasseurs et agriculteurs, pour ne pas les nommer, chaque fois qu'on a voulu faire des protections de zone humide, ils se sont opposés. Et moralité, l'État n'a pas mis en place des protections internationales. Et on pourrait avoir le même exemple aujourd'hui avec une réserve naturelle, qui est la réserve naturelle de l'estuaire de la Loire, qui est reconnue comme étant un milieu biologiquement particulièrement intéressant au niveau des migrateurs et des espèces, et qui ne sort pas parce qu'il y a des pressions locales. Donc, la création arbitraire de l'État, il n'y en a pas. Ce n'est pas vrai. C'était peut-être vrai dans les années 70, ça ne l'est plus aujourd'hui. Alors, toujours dans ce développement des idées fausses, l'absence de concertation. Là aussi, c'est totalement faux. La mise en place d'une protection réglementaire forte se fait avec une large consultation des acteurs locaux. Moi, j'ai vécu, puisque c'est à côté de chez moi, le parc des Calanques. Ils avaient calculé qu'il y avait eu, dans les 10 ans de création du parc, 500 réunions plus ou moins publiques. 500 réunions publiques autour du parc. Donc, on a cette large concertation. On a une enquête publique où tous les acteurs de la vie sociale peuvent s'exprimer et on a les délibérations des communes. Et les délibérations des communes peuvent évoluer dans le temps. J'ai vécu ça en Haute-Savoie quand on avait créé la réserve naturelle de Passy. Le maire disait, même après avoir délibéré favorablement, qu'on lui avait spolié 2000 hectares de la commune. Et puis j'ai vu le nouveau maire, 30 ans après, qui me disait que, tout compte fait, cette création de réserve naturelle était une chance pour la commune parce qu'elle permettait de rééquilibrer le tourisme d'été et le tourisme d'hiver. Alors, si on va un petit peu plus loin, on a vu la création, on a vu la concertation, gestion étatique. Là aussi, c'est totalement faux. Il n'y a pas de gestion étatique d'espace protégé, puisqu'on a une décentralisation au niveau départemental. Les réserves naturelles sont
gérés par une structure, ici aujourd'hui, à 70% des collectivités territoriales qui gèrent les réserves naturelles. Et on a mis en place de comités de gestion où on a l'ensemble, je veux dire, des composantes de la société qui sont présentes. Et on a un document de planification, puis le plan de gestion, qui est validé par les espaces. Donc voilà. Alors après aussi, c'est la réserve, mise en place d'une réserve naturelle, c'est une réserve d'Indiens. Ça, on a entendu ça, on va mettre des Indiens, on va nous mettre des plumes, et puis ça. C'est totalement faux. Cette mise sous cloche n'existe pas du tout. 90% des réserves naturelles sont largement ouvertes au public. Et puis, dernier point, les protections coûtent très cher. Là, c'est faux. On le voit tout simplement. Pour aujourd'hui, d'après les chiffres fournis par les Réserves naturelles de France, en gros, quand l'État met 1 euro, le gestionnaire, en montant des programmes avec les régions, avec l'Europe, avec tout un tas de circuits, induit au moins 3 euros de plus en recette. Voilà. Alors, conclusion, 3 minutes. Voilà, mais c'est bon, j'arrive. Ma dernière diapo, il n'y a pas de problème. Diapo suivante. Alors, c'est bien beau, mais est-ce que les protections réglementaires ont-elles répondu aux attentes? Puisque c'est comme là, quoi, je veux dire. Est-ce que le bilan est positif ou pas? Alors, la pérennisation, et là, c'est le point fort des protections réglementaires, c'est qu'on a une pérennisation de la protection et des actions dans le temps. Et c'est là où on voit que la pérennisation des actions et du gestionnaire ont permis, dans les espaces réglementaires, à arrêter l'érosion de la biodiversité. Et dans de très nombreux cas, on n'est pas un arrêt, on est une amélioration sur les suivis faits par le suivi stock des oiseaux temporaires communs. On constate une augmentation, notamment des oiseaux forestiers, notamment des oiseaux non. Donc, sur l'amélioration de la biodiversité, c'est un point fort de la réussite des protections réglementaires. Alors, après, sur la représentativité, on pourrait aller très loin là-dessus, mais il y a de très nombreuses espèces animales et végétales qui ne sont présentes en France que dans les réserves naturelles. On va citer deux, le fou de Bassan, où c'est-il, et le Kangagata, dans la réserve naturelle de la Crau. Alors, là aussi, les réserves naturelles ne sont pas fermées sur eux-mêmes, ne travaillent pas seules. Aujourd'hui, les réserves naturelles travaillent avec les autres réseaux d'espace et sont devenus de véritables laboratoires dédiés à la recherche scientifique. Je vous donnerai un seul exemple, c'est le programme européen des lacs Sentinelles qui regroupe les réserves naturelles de haute montagne et des parcs nationaux de haute montagne pour suivre l'évolution des changements climatiques sur les milieux humides des lacs d'altitude. Autre problème, l'accueil du public. Aujourd'hui, l'accueil du public, les réserves naturelles, c'est 12 millions de visiteurs, dont 25% de scolaires. Et puis, puisqu'il nous reste plus une seule minute pour conclure, les réserves naturelles ont réussi, malgré ce que disait l'étatisation qui s'est mise en place, ont réussi leur intégration locale. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a des dizaines de réserves naturelles qui sont en cours d'extension et ou qui sont déjà étendues. C'est-à-dire qu'à partir de la réserve naturelle, grâce au travail de quotidien, les gestionnaires ont réussi à intégrer la réserve naturelle dans le tissu local, ce qui fait qu'aujourd'hui, on aboutit à des extensions de réserves naturelles. Je pourrais en citer, il y a la Crau, il y a Chérine, il y a la Caravelle, il y a la Détang. Voilà. Merci. Merci Roger. Écoute, c'est parfait. Tu as été un excellent avocat de ton option numéro 1. Voilà, n'oubliez pas de poser des questions dans le chat, hein, parce qu'en fait, les modérateurs vont ensuite les relayer à nos intervenants. Et je vais laisser la parole à notre dernier intervenant, à Romain, qui doit être en ligne. Romain, c'est à toi. Romain Lajarge. Romain, on t'a perdu. Oui, ça va mieux avec le micro. Ça va mieux avec oui, le micro. c'est mieux. Voilà. Merci. Alors,
mon écran. Et merci beaucoup, Roger, de ce propos plein de perches tendues à mon propre propos. Donc, on ne va pas pouvoir se battre, effectivement, et c'est très bien parce que ce n'était pas prévu. Donc, autant que ce soit pacifié, notre affaire. Cependant, bien sûr, tu me permettras de relever quelques points sur lesquels je ne pourrais pas être complètement d'accord, même s'il faut forcer le trait. Donc, je dirais que je ne serais pas du tout d'accord, évidemment, sur certains points que tu as énoncés. Mais je voudrais quand même commencer tout de suite par dire que oui, il y a un premier constat qu'on peut faire, c'est que les variations dont nous parlons, que ce soit à la hausse ou à la baisse, de température ou de biodiversité, ont pris des proportions telles qu'on est obligé de se reposer la question différemment du moment où on s'est posé la question pour organiser la protection des aires naturelles. Le moment est un peu différent. Voilà, je pense que c'est ça qui caractérise, à mon avis, le centre de notre controverse. Donc, merci de t'être inscrit dans la longue durée. Moi, je vais essayer de ne pas reprendre l'historique de ce qu'est la protection réglementaire, mais plutôt de dire ce qu'elle trace pour le futur. Avec l'idée que, et c'est un peu le sens de mon premier propos, c'est que si ça avait marché, cette répartition entre les aires réglementaires et les aires contractuelles, on ne serait pas à ce niveau d'alerte que tu as annoncé. Alors, je n'utiliserai pas, moi, le mot de catastrophe, mais en tout cas, l'idée qu'il y a urgence à changer de logiciel de l'action collective, publique et privée. Sinon, on va au-devant de difficultés à régler que nous n'avons jamais eu à régler. Et pour moi, c'est ça qui est un peu la particularité, c'est que si on fait l'hypothèse que les bonnes solutions du passé seront les bonnes solutions du futur, on fait l'hypothèse du coup aussi que la nature du problème est le même. C'est le même genre de problème. Et moi, je pense que ce problème-là est en train de muter. Voilà. Donc, en fait, les aires protégées et l'idée de protéger par de la réglementation forte vient de la critique de la modernité, vient de l'époque où on a cru vraiment qu'on était capable de urbaniser la planète Terre, de la moderniser complètement et sur tous les secteurs, du primaire et l'agriculture et la forêt, du secondaire et du tertiaire. On était prêt à moderniser tout à marche forcée avec l'idée qu'effectivement, on allait produire des dégâts. Et ce que l'on a envisagé avec la protection réglementaire forte, finalement, ce n'était que protéger les bords du système que l'on s'autorisait par ailleurs à transformer radicalement. Voilà, donc en gros, on a commencé par le plus facile, et c'est un peu cette carte que tu as montrée aussi, Bernard. On a effectivement du blanc dans cette carte des aires protégées françaises. C'est dans ce blanc qu'il y a le plus difficile. Et on s'est occupé finalement de ce qui était le plus facile à protéger. Et pour moi, c'est ça l'enjeu d'aujourd'hui. D'autant plus alors, avant de passer à la deuxième diapo, d'autant plus que nous sortons d'une crise covidienne qui, pour moi, réinterroge, enfin, en tout cas, je trouve qu'elle réinterroge le rapport que nous avons à la nature. On est un peu obligé de se demander ce que ce machin du virus a reposé comme question naturelle de ce que nous étions. Alors, moi, je pense que c'est effectivement un phénomène naturel qui s'est passé. C'est normal et naturel et spontané et bon signe pour le vivant que d'avoir des virus, de lutter contre eux et s'en débarrasser. Sauf que dans le rapport que nous avons à cette chose qui nous est arrivée de manière massive, nous avons eu un rapport de peur. Nous n'avons pas eu un rapport de connaissance et d'accroissement de connaissance, nous avons eu un rapport de peur mondiale et on a eu un rapport d'attente extrêmement vive pour le mythe prométhéen, pour du vaccin. Et finalement, je me dis, ce qui est très intéressant, c'est que ça ressemble beaucoup aux années 50, finalement. Ça ressemble beaucoup aux années 50 où on savait qu'on allait faire des dégâts à la nature parce qu'on était en train d'industrialiser la France et les pays modernes et les pays d'Occident, mais on était capable de compenser, on était capable de prendre la mesure d'une partie de ce que nous pouvions ne pas faire aussi, et on faisait pour cela des parcs nationaux et des réserves naturelles. Voilà. Pour moi, il y a un problème réel et profond qui se joue en ce moment. La deuxième chose que je voulais dire, c'était, il y en a 5 choses, parce que je vous ai proposé d'utiliser 5 diapositives, donc je vais effectivement n'utiliser que 5 diapositives, c'est de mettre en concordance, parce que pour moi, c'est vraiment ça qui se joue derrière cette controverse. Est-ce que la controverse est une affaire d'éducation ou une affaire de sanction? C'est ça qui se joue, à mon avis, principalement dans cette idée de controverse, de rapport entre mesures contractuelles et mesures réglementaires. L'idée de la mesure réglementaire, c'est de dire qu'à la fin, il y a une police de l'environnement. Il y a une capacité à sanctionner des comportements. Cette capacité à sanctionner les comportements, effectivement, je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'elle n'est pas l'apanage de l'État. On peut même dire qu'elle est l'apanage de tout élu local. Un maire a le même pouvoir de police de l'environnement qu'il peut utiliser à bon escient, sauf qu'on a eu besoin
d'installer des dispositifs un peu majeurs et très visibles. Et ils avaient pour cela une grande vertu, c'est qu'ils montraient au peuple qu'on était capable d'empêcher des choses. Voilà. Mais où est-ce que ça a marqué? Où est-ce que ça a marqué les esprits? Et à quel moment est-ce qu'on peut dire que ça a vraiment correctement fonctionné? Pour les usagers de ces espaces-là, pas pour les habitants de ces espaces-là. Et c'est la raison pour laquelle il me semble que dans la réponse, 20 ans plus tard, parce que la réponse de la mesure contractuelle, elle arrive 20 ans après l'invention des mesures environnementales dures et des réglementations des protections par réglementation forte. Elles arrivent parce que, et c'est effectivement sous la période de l'aménagement du territoire, où on dit, oh là là, on est en train de faire des bêtises avec les habitants. On est en train de faire des bêtises avec toute une série d'acteurs qui sont en train d'être dépossédés finalement de leur rapport initial, emblématique, intemporel à leur nature, en leur amenant un décret. La particularité du règlement, c'est qu'il a un décret. Ce décret est un décret d'État qui dit une fois pour toutes ce qu'il faut protéger et au nom de quoi il faut le protéger. Donc, me semble-t-il, ce qui se joue dans le primat de l'éducation, c'est le pari que les hommes ont intérêt eux-mêmes, les hommes en société, hein, avec un grand H majuscule, ils ont intérêt, nous avons intérêt à protéger la nature si on en a un intérêt. C'est-à-dire qu'il y a une boucle logique qui fait qu'on ne la protège pas pour elle-même, on la protège parce qu'on va en tirer quelque chose. Et il y a plein de choses à tirer, évidemment. Hein. Ce n'est pas juste de l'exploitation pure et simple. Hein. Voilà. Donc, pour moi, la grande question qui se pose dans cette histoire de protection, ce n'est pas la question des espaces. Et c'est pour ça que aire protégée est un vrai problème. L'expression aire protégée est un vrai problème. Parce que finalement, si on regarde la stratégie nationale de 2030, avec son 30-10, elle ne dit rien sur le 70 restant, hein, ou sur le 90 et le 70 restant. Donc, les aires, c'est bien effectivement là où on a su dessiner des choses. Et qu'est-ce qui se passe à côté? Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Donc, bien sûr, pour moi, l'impératif à saisir, c'est que dans les espaces de protection forte, il n'y a pas d'habitants, en gros, pour faire simple. On s'est mis dans des situations où on allait essayer de limiter, d'utiliser les mesures de protection forte là où il y avait des habitants et où ils avaient des usages effectifs et complets et modifiés en permanence de leurs espaces et de leur nature, et donc de leur culture de la nature. Et donc pour moi, ça c'est un vrai enjeu. C'est facile de protéger des espaces là où il n'y a pas de pression humaine. Ce qui est le grand enjeu, c'est de s'intéresser à la protection des espaces naturels, là où les hommes habitent, là où les hommes investissent, là où les humains ont besoin de s'installer et de produire, et de consommer. C'est là où il y a le grand enjeu. C'est là où on peut effectivement considérer que la protection de la nature est un projet social, et pas juste un projet de protection, et pas juste un projet qui concerne la nature. C'est un projet culturel. Et c'est ça où, à mon avis, il y a une vraie grande différence. Les mesures contractuelles, en proposant de travailler principalement sur l'éducation, font le pari qu'il y a peut-être pas dans cette génération-là des résultats, mais dans la génération suivante, incontestablement. C'est ce pari de l'idée de la transformation progressive des idées qui est pour moi le plus emblématique de cette grande période des années, on va dire 70 jusqu'à maintenant, mais qui est en train de dessiner le futur. Car aujourd'hui, l'éco-citoyenneté ou l'éco-responsabilité, elle ne réclame pas de police de l'environnement. Elle réclame de la conscience écologique, elle réclame du souci de soi, du souci des autres, du souci de la génération à venir, du souci de ses enfants, etc. etc. Et cette manière-là de penser le rapport à la nature par sa capacité à l'habiter et à en faire quelque chose est radicalement différent de celui d'une idée préconçue de ce qu'il faut protéger, en faisant des listes, en assumant le fait que ces listes sont les bonnes, en l'assumant au nom d'un intérêt général public de l'État, qui est, sur tous ces registres-là, me semble-t-il, quelque chose est en train de chanceler. La troisième idée que je voulais amener ici, c'est que, bien sûr, la grande question de la protection de la nature, c'est l'intervention publique, c'est pour ça que c'est l'État qui s'en occupait, l'État aussi délégataire, contre l'action privée, contre une forme de personnalisation pour les individus du rapport à la nature ou de privatisation par les entreprises d'une captation de la ressource naturelle. C'est bien de cela dont il s'agit quand l'intérêt public se propose de venir finalement spolier une partie de l'usufruit possible de l'usage du sol et de l'usage de la nature de certains privés, des individus comme des collectifs, entreprises et acteurs économiques. Pour moi, ceci est effectivement chancelant. Chancelant parce que les sociétés citoyennes ont tendance à de moins en moins faire confiance à la puissance publique pour faire cela
Et il se trouve que la puissance privée est des fois et parfois capable de proposer des solutions bien meilleures que ce que le public peut proposer lui-même pour améliorer le système, notamment de pollution, le système de dégradation, et d'éviter finalement les méfaits que l'on pourrait faire à la nature. Donc le modèle que l'on avait avant, c'est-à-dire d'un État très fort, capable de contenir les acteurs privés, il ne marche plus exactement tout à fait comme cela. Et ce que l'on voit émerger, c'est la puissance des communs. La puissance des communs de gens qui considèrent, et je peux faire l'hypothèse en tout cas c'est des hypothèses sur lesquelles nous travaillons nombreux, que ces forces du commun, ni publiques ni privées, ni contre le public ni contre le privé, mais viennent apporter quelque chose de plus que ni le public ni le privé peuvent garantir seuls. Et ni le public ni le privé parviennent à empêcher que cette dégradation se fasse. Donc, bien sûr, il y a des choses très intéressantes qui se passent autour des tontines, autour des acquisitions collectives, autour de l'espace, des choses comme ça, qui sont difficiles à classer comme protection naturelle forte ou réglementaire ou contractuelle, parce que je pense que c'est d'une autre nature et c'est quelque chose qui probablement est appelé à se développer. En tout cas, c'est une hypothèse de travail sur laquelle on pourrait discuter. L'idée que donc de cette diapositive est évidemment que la partie gauche de ma diapositive, c'est un peu le soft. Évidemment, j'y mets dedans les parcs naturels régionaux que je porte dans mon cœur. Ils ont vraiment réussi à montrer qu'il y avait moyen de travailler avec le soft, c'est-à-dire lentement, tranquillement, doucement, avec beaucoup de négociations, avec la capacité de prendre les choses là où elles sont et comme elles sont, et puis de faire bouger les lignes petit à petit, évidemment. Et ça marche très bien, globalement, quand on regarde leurs résultats, on peut considérer qu'ils ont obtenu des résultats intéressants. Mais évidemment, la partie de droite de ma diapositive est la plus difficile, parce que les parcs naturels régionaux n'ont pas les moyens d'aller travailler le système industriel, le principe de la production économique dominante, ni d'ailleurs complètement en capacité d'aller travailler le fond d'une partie de la citoyenneté, enfin, qui dit le parc, c'est toujours une histoire de réserve. Et quand vous allez nous protéger, en fait, vous travaillez contre nous. Et vous êtes toujours des forces modernes qui venaient lutter finalement contre ce qu'était notre héritage. Voilà, donc pour moi, il y a un truc vraiment clair, c'est-à-dire que le contractuel aurait tout intérêt à mobiliser du réglementaire pour lui, parce que dans le principe, convaincre, c'est toujours meilleur que contraindre. Évidemment, il y a des choses que nous sommes obligés d'imaginer contraindre, parce qu'elles ne seront pas transformables sans une certaine forme de violence réglementaire, par exemple. Donc, bien sûr, je suis d'accord avec l'idée qu'il ne faut pas opposer ces deux catégories, mais plutôt les intégrer l'une dans l'autre. Moi, j'aurais tendance à dire que la protection réglementaire, dorénavant, devrait échapper aux P préfectorales de la PPB, être ramenée à des dimensions de l'action locale, et effectivement, tout aurait tendance à être convergent vers des protections contractuelles qui assembleraient l'ensemble, qui articuleraient l'ensemble. Ce serait, de mon point de vue, effectivement beaucoup plus pertinent. D'autant plus, oui, il me reste une minute, c'est ça? D'autant plus que nous avons un rapport un peu bizarre à la question des limites et à la question de l'accès à la nature. Je vous ai mis deux petites photos ici en disant que, évidemment, il y a chez les Français une envie, et on aime skier. Donc, quand il y a un règlement, on aime trouver les moyens de le contourner. Et en même temps, on aime l'ordre, et avec lequel on joue de ces deux faiblesses, finalement. Est-ce que c'est intéressant de toujours jouer avec ces faiblesses? Moi, je préfère les dispositifs comme les parcs naturels régionaux qui plaident pour travailler avec le fort, plutôt qu'avec les faiblesses. Dernière image et dernier propos, il est vraiment sur le nerf de la guerre. Jusqu'à maintenant, nous considérions que ni les réglementations fortes, ni les réglementations, ni les mesures et les aires protégées contractuelles n'avaient suffisamment de moyens pour faire ce qu'ils avaient à faire. Ils ont toujours travaillé depuis 70 ans dans une économie de moyens qui est bien sûr préjudiciable à une partie de leurs résultats. Et je veux citer ici que deux éléments. La question de la fiscalité écologique, c'est peut-être la seule fiscalité pour laquelle il y a encore un peu de consentement à l'impôt potentiellement en France. Alors, pas la taxe carbone, évidemment, mais il y en a d'autres des fiscalités écologiques possibles. Et on pourrait très bien imaginer, effectivement, que pour atteindre 30%, en intégrant les 10%, vous avez compris mon propos, moi je considère que les protections réglementaires devraient être des outils finaux quand les autres du contractuel ne marchent pas. Alors, à ce moment-là, à la fin, on peut utiliser le réglementaire. Et non pas de stabiliser et de geler du réglementaire dès le début. Et évidemment, si on donnait à ces 30% la possibilité d'avoir effectivement des moyens, notamment par la fiscalité écologique, mais par du paiement de l'éco-consentement, finalement la rémunération d'engagement citoyen, on aurait vraiment la possibilité d'interagir sur le modèle de base de l'occupation du territoire et le modèle de base de l'économie qui fait cette occupation du territoire. Et donc, bien sûr, on pourrait alors à ce moment-là, à partir des protégés,
penser la conquête des 70% restants. C'est ça la question. C'est comment est-ce qu'on va travailler des aires protégées dans les centres-villes, puisque c'est là où la conscience écologique va progresser plus vite et sera la plus utile. Donc pour moi, vraiment, la question du territoire air protégé comme produisant du territoire expérimental qui gagne en expérience, et pour moi, c'est quand même ça le gros de l'avantage des parcs naturels régionaux, c'est qu'ils ont réussi à conquérir un certain type d'expérience. Il faut maintenant qu'ils soient en capacité d'aller porter cette expérience dans d'autres types d'espaces, et notamment donc, par l'extraterritorialité, hein. Donc, notamment en allant amener leur ingénierie, leur regard, leur capacité à faire, leur capacité à convaincre dans d'autres aires qui ne sont pas classées comme étant à protéger pour l'instant, mais dont les enjeux sont principaux pour la société de demain. Voilà, je termine juste par un petit coup de pub. Je viens de dire là, on a essayé de décrire dans un bouquin aux éditions Quae sur les parcs naturels régionaux. Et puis, c'est aussi une partie de l'étude qu'on a fait à la demande de la Fédération des parcs, qui s'appelle Valeurs spécifiques de l'action des parcs et qui se trouve en ligne sur le site de la Fédé. Voilà. Je ferme ma page de pub et je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Romain. Merci d'abord à nos 3 intervenants, parce que l'objectif de à la fois poser le cadre des aires protégées et puis avoir 2 regards assez divergents sur la façon d'exercer cette protection, parce que je pense qu'on partage tous l'objectif, l'idée que l'action de l'homme soit la moins agressive par rapport à la nature. La question, c'est voilà, comment fait-on? Et je pense que cette question, on ne va pas la purger ce soir.